Jusqu'à 1h, l'antenne d'Europe 1 est ouverte au 39 21 afin que vous me parliez de vous, de votre vie. Julie et Assiba vont vous accueillir au standard sous l'œil bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous avez envie d'échanger avec un auditeur, de donner votre point de vue, vous pouvez le faire par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit ou directement en nous rejoignant pour dialoguer en direct avec nous à l'antenne et en composant le 39 21. 2 heures de direct, enfin un petit peu moins ce soir pour cause de football, on n'est pas à un quart d'heure près. C'est tout de suite sur Europe 1. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Marie. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir Caroline. Alors Marie, vous êtes mariée depuis 8 ans et votre mari vous a annoncé jeudi dernier qu'il souhaitait divorcer. Oui. Complètement. Même si je m'attendais à sa décision, en fait. Il en a toujours parlé. Vous avez votre radio allumée, Marie ? Oui. Oui, vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît ? Parce que ça fait du Larsen pour nous. Hop. Comme ça ? Oui, merci. Oui. Il en parlait depuis combien de temps ? Oh, depuis, on va dire 2 ans. Oui. Depuis 2 ans, dès qu'on abordait des sujets qui les mettaient mal à l'aise, il rentrait dans des grandes colères. Quels étaient ces sujets ? Ah ben, toujours la même chose, les mensonges, les pourquoi mentir, pourquoi cacher, pourquoi ne rien me dire, pourquoi faire les choses. Et comment ça se fait que je les apprends après. Et quand j'apprends, ce sont des choses que j'aurais pu gérer, au fait. Mais les mensonges, vos mensonges à vous ? Ah non, c'est mensonge à lui. Mais les mensonges qui portaient sur quoi ? Ah, surtout, des grands, des petits, des non-dits, En fait, je ne sais même pas comment j'ai pu tenir dès le début de notre relation. C'est une relation qui avait déjà commencé comme ça, mais je n'ai pas fait attention. Je me suis toujours dit que chaque excuse qu'il donnait pour les mensonges qu'il avait faits, ça paraissait excusable, acceptable, même compréhensible pour moi de ma part. Je me disais, ça ne pouvait pas... Je pars toujours du principe que j'ai connu pire dans ma vie, donc ça, c'était rien. Et quand vous dites que votre relation a commencé comme ça, c'est-à-dire dans le mensonge ? Oui, dans le mensonge. C'est-à-dire, que voulez-vous dire ? Alors, notre histoire, en fait, a débuté en 2001. Oui. En mai 2001, nous sommes rencontrés donc par Internet. Oui. Et Internet, pas parce que moi je me suis mise sur Internet, à l'époque c'était AOL, et j'étais déjà célibataire depuis 7 ans. J'étais divorcée, j'ai 3 enfants. Oui. Et c'était AOL avait un réseau, je ne sais pas si vous vous souvenez, les salons de rencontres amicales, des femmes, des hommes pouvaient s'échanger, enfin parler. Nous on avait pris l'habitude, enfin moi surtout, on avait pris l'habitude tous les week-ends, on avait rendez-vous sur nos salons, on discutait de tout. C'était même devenu très amusant parce que virtuel, c'était bien. Moi, je ne sortais pas de chez moi. Le week-end, mes enfants partaient chez leur père. Je vivais à OL virtuel. Pas trop de pub, hein. Vous ne le citez plus. Oui, c'est ça. Oui. Oui, ils existent toujours, c'est vrai. Pardon. Voilà. Oui. Oui. Donc ces sites, finalement, un 1er mai,
2001. Je reviens de chez des amis avec mes garçons. 1h du matin, comme d'habitude, je me connecte. Et le salon est complet. Je bascule dans un autre salon. C'était, au fait, ça marchait comme ça. Quand les salons étaient complets, on basculait dans un autre salon d'office. Et là, dans ce salon, je rencontre sur tous les pseudos, un pseudo qui me heurte tout de suite, qui me fait boum au cœur. Bon, j'ai donné des détails. Ça, c'est... Je me dis, si je donne des détails, on va me reconnaître. On va savoir qui je suis. Mais bon, voilà, c'est... Mais c'est-à-dire que là, vous êtes... pourquoi, sans rentrer dans les détails, parce qu'il ne s'agit pas, si vous voulez rester un peu dans un relatif anonymat, je vous comprends. Mais quand vous dites que ça a démarré dès le début dans le mensonge, c'est-à-dire qu'il jouait un personnage, vous avez été abusé dès le départ, selon vous ? Dès le départ. Oui, parce que là, je le rencontre dans ce salon et on commence à discuter. Mais sur Internet, on peut jouer à ce que l'on n'est pas, après tout. Bien sûr, et après, justement. Oui, pour séduire, justement. Voilà, est-ce que c'était si grave ? Est-ce qu'après, il aurait pu... Non, ben là, justement, c'était rien de grave. Au contraire, c'était quelqu'un de très sympathique. Et nous sommes... C'était pas un mensonge déterminant dans le fond, ça ? Non. Là, ce monsieur me dit qu'il revient de... moi, je pensais parler avec quelqu'un de mon pays, au fait. Et il maintient la discussion. Et jusqu'à 4h du matin, où je me rends compte que finalement, non, il n'est pas du tout de mon pays. Et là, il me dit, mais si, je reviens de ton pays. Et donc, c'est pour cela. J'ai dit, excuse-moi, j'ai pensé parler avec quelqu'un de chez moi, mais je me suis trompée. Voilà, fin de discussion. Oui, enfin, quand même, il s'est fait passer d'une autre nationalité que celle qu'il avait. Voilà. Oui, c'est quand même pas anodin. C'est quand même pas anodin. Non. Et donc finalement... Alors on va avancer un petit peu parce que vous avez été mariés pendant 8 ans. Aujourd'hui, donc il demande le divorce. Vous dites depuis 2 ans. Il parlait de ça, de demander le divorce. Il parlait de ça, mais d'une façon assez comment dire, oui, de toute façon j'en ai marre, et quand je te dirai stop, ça sera stop. Mais t'en as marre de quoi ? Si tu mens, je te demande de me dire les vérités, de me raconter le pourquoi tu en arrives à mentir, pourquoi tu me dis pas les choses, parce que de toute façon, j'ai rien à te dire, t'es tellement jalouse, t'es tellement possessive, tu ne peux pas comprendre. Est-ce que c'est le cas ? Alors justement, c'est là où le bas blesse, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que l'histoire... Qu'est-ce qui n'est pas possible ? L'histoire de 2001 à aujourd'hui prouve que justement, moi ça me fait même rire. Je me dis mais c'est du n'importe quoi. Je l'ai connu donc à 2001. Passons à l'histoire d'Internet. On se rencontre. Finalement, il me dit qu'il a 38 ans et quand je le vois, donc finalement, monsieur n'a pas 38 ans, il en a 47. Et là, donc, je lui fais la remarque, il me dit oui, mais bon, c'est parce que il s'est rendu compte qu'il était avec une jeune femme, donc voilà, il a voulu mentir, mais que ses amis lui disent qu'il fait jeune. Bon, c'est pas grave. Oui, mais Marie, vous l'avez épousé, cet homme-là. Donc là, vous êtes en train de me refaire l'histoire. Voilà. Donc on peut refaire l'histoire, mais non, on peut pas refaire l'histoire. Non, vous avez raison, on ne peut pas d'ailleurs. On peut pas, parce que si c'était possible. Non, mais pourtant c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Cet homme, vous repartez sur les débuts de la rencontre. Oui, parce que dès le début, oui, mais donc vous êtes en train d'essayer de refaire l'histoire. Et comme vous dites, dans le même temps, on ne peut pas refaire l'histoire. Oui. Donc aujourd'hui, alors voilà, ça c'est une bonne question. Comment avancer ? C'est-à-dire que maintenant, finalement, dans cette, c'est ce qui est important pour vous, c'est comment avancer. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que vous avez été toujours dans le doute dans cette relation, avec cet homme qui était dans le mensonge,
pour des raisons que je ne connais pas, lui vous renvoie votre jalousie, votre possessivité. Il y a peut-être quelque chose qui s'est mis en place entre vous deux, d'une relation un petit peu infernale, qui fait que vous, ça vous a rendu malheureuse. En tout cas, dans cette relation, vous ne respiriez pas vraiment. L'important, c'est qu'aujourd'hui, vous avanciez. C'est difficile. C'est difficile parce que cette relation ne vous épanouissait pas, mais en même temps vous mobilisez beaucoup d'énergie. Donc là vous êtes le fait qu'il décide d'arrêter, de rompre le lien, vous vous sentez face à un vide. Une injustice. Pourquoi de l'injustice? Parce que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il m'a fait faire, tout ce qui s'est fait autour de lui, tout ce qu'il a bâti autour de nous, je suis complètement démunie, dépossédée, j'ai tout perdu, mes droits, tout. Il m'a fait quitter, il me monte sans cesse contre mes amis, mais sans me dire directement les choses. C'est va demander à tes amis ce que tes amis pensent de toi. Alors mes amis, j'ai mes amis depuis plus de 20 ans, 25 ans. Et heureusement, j'ai des liens très forts avec mes amis. Maintenant, on commence à en parler. Mais mes amis sont complètement sous les chocs. Mais dis, mais non, mais qu'est-ce qu'on aura à dire de toi? Mais tu vois pas qu'il fait ça exprès? Et il fait exprès. Mon mari va me voir m'habiller sortir, va me trouver magnifique. Oh là là, mais qu'est-ce que tu es belle, mais oh là là, c'est pas possible, si je n'étais pas ton mari, je te draguerais. Vous voyez, ça c'est encore, il y a quoi, même pas un an. Et simplement, il est capable en même temps d'aller raconter, ma femme s'habille comme une prostituée pour sortir. Oui. Voyez, bon. Mais il y avait un jeu certainement assez particulier entre vous deux, un jeu de pouvoir aussi. On sent très fort. Vous dénoncez ses mensonges, lui dénonce votre jalousie et sa possessivité. C'est très imbriqué tout ça. Et vous vous teniez comme ça mutuellement. Et puis à un moment, lui décide de sortir du jeu. Et vous retrouvez très démunis. C'est pas vous qui avez décidé ça. La jalousie, qu'est-ce que c'est, Caroline? Ah, c'est pas moi qui en parle. Hein. Je reprends ce que vous me dites des propos de votre mari. La jalousie, c'est j'envoie mon mari en vacances, seul. Mon mari est un homme d'affaires, voyage beaucoup seul. Vous l'envoyez? C'est vous qui l'envoyez? Oui, quand il est en dépression, il s'est trouvé 2 ans au chômage, à déprimer totalement. Je contacte nos amis. Il faut le prendre un petit peu en vacances parce qu'il déprime. Il a besoin de vous. Partout où je suis entourée des filles célibataires. J'ai fait toujours mes réunions à la maison, toujours mes copines. Monsieur est un grand seigneur, tel un coq. C'est le plus beau. Regardez comment je gâte ma femme. Regardez tout ce que je fais pour ma femme. Ma femme, je l'aime. C'est la plus belle. Vous la trouvez comment? Vous voyez les bijoux que je viens de lui acheter? Vous trouvez pas que ça lui va bien? Mais elle le mérite. C'est un homme qui avait un jeu, mais par contre, pendant ces périodes de chômage, tu ne dis surtout à personne que je ne travaille pas, parce que ça me déstabiliserait encore plus. Je serais capable de me tuer. Voilà. On part en vacances. Tu vas pas partir sans moi, parce que sinon je vais déprimer. Je prends un crédit, je t'emmène en vacances. Oui, mais ça, ça, c'est assez révélateur du fonctionnement de votre couple, tout ce que vous décrivez là, mais pas en ce qui concerne la jalousie, en revanche. Oui. Bon, en revanche, vous auriez besoin, vous, je pense, de parler un peu de ce que vous vivez, parce qu'on vous sent effectivement, vous perdez un moteur là. Vous perdez. Il y avait beaucoup d'emprise dans cette relation. C'est pas neutre aussi l'expression que vous utilisez.
j'envoie mon mari en vacances. C'est pas. On se demande qui tire les ficelles dans le couple, pas forcément celui que l'on croit. La relation est complexe. C'est toujours ça, très très ça. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que tu me fais à manger? C'est toujours j'avais cette guerre qui était tout le temps entre nous en fait. C'était je devais m'occuper de lui comme si je m'occupais d'un enfant. Oui, mais ça vous donnait en même temps un grand pouvoir sur lui, et aujourd'hui vous vous retrouvez très sans ce pouvoir. Oui, dépossédé. Pas du tout, justement. C'est ça qui... Mais moi, je pense que si, et que vous êtes assez perdu sans ça. Perdu, au fait, vous savez pourquoi? C'est parce que moi, je suis d'une culture... je suis indienne. Et mon mari, quand il m'a rencontrée, il était très, très content, justement, de dire que il n'avait jamais trouvé une femme qui... s'occupait de lui comme ça, à tout faire, à s'inquiéter de lui, à repasser ses affaires. En fait, je suis comme ça. Je suis amie avec des garçons. J'ai été élevée même si je suis restée très peu dans mon pays, mais mes garçons, voilà. Mais à l'âge de 15 ans, mes enfants savent repasser leur linge, savent cuisiner. C'est les garçons, voilà, ils sont autonomes. Et c'est pas pour mais pourquoi vous vous occupiez autant alors de votre mari si vos garçons, vous les éduquez de façon à ce qu'ils soient autonomes? Pourquoi vous vous occupiez autant de votre mari? Parce que c'était la demande, c'était sa demande, c'était si je le faisais pas, il était malheureux, il était délaissé, il était perturbé, il était en détresse, il souffrait. Donc c'était ça, c'était comme ça. Tu t'occupes. C'est un jeu relationnel qui s'est instauré entre vous, très particulier. Vous savez que mentir, c'est une façon aussi d'échapper au pouvoir de l'autre, au contrôle de l'autre. Ah mais oui, bien sûr. J'en suis consciente. Mais là où les mensonges deviennent des mensonges qui sont capables de vous faire tellement de mal. Oui. Là, on se dit, là, ce ne sont plus des petits mensonges, parce que c'est des gros. Oui. Donc, au quotidien, c'est des petits. On s'habitue. On se dit, voilà, il est comme ça, il est comme ça. Mais sauf que quand ça prend tellement sur votre vie, c'est épuisant. Moi, c'est de l'énergie. Voilà. Mais bien sûr, et c'est là où aujourd'hui, comment avancer, c'est-à-dire, je pense en vous, je pense que ça serait important, compte tenu de ce que vous avez investi dans cette relation et de ce jeu très particulier qui s'est instauré entre vous, de cette relation de pouvoir qu'il y a eu à un moment donné avec cet homme, je pense que ça serait bien que vous alliez en parler. Vous ayez quelques séances avec un thérapeute. Ça vous aiderait. Oui. À avancer. Comprendre ce qui a été en jeu à un moment donné pour vous. Parce que vous l'avez dit vous-même, Marie, vous avez senti dès le départ qu'il y avait quelque chose de particulier, vous y êtes allé. Ah, totalement. Oui. C'est pas anodin. Totalement. Alors après, on s'est quitté plusieurs fois. Oui, vous n'arriviez pas à vous quitter et donc lui met un terme à l'histoire et ça vous laisse très désemparé parce que vous perdez de ce pouvoir et en même temps, en perdant de ce pouvoir, vous allez aussi retrouver de la liberté. C'est pour le moment ce que vous ne voyez pas encore, mais là, vous êtes dans cette phase où vous êtes très désemparé. Donc, je pense que face au vide que vous ressentez, il est important que vous combliez ce vide en parlant. Vous avez besoin d'élaborer, de comprendre ce qui a été mis en jeu dans cette relation complexe. Encore une fois, parce qu'il y a des enjeux complexes. Disons qu'il y a 8 mois, je me suis émancipée dans un autre travail. Et là, j'ai commencé donc à laisser un petit peu la maison, à laisser un petit peu le mari, et à ne plus m'inquiéter. Les enfants sont autonomes, et à me dire, quand je rentre, tu rentres maintenant, t'as rien fait à manger. Ah non, tu étais là, donc le frigo est rempli, tu pouvais manger.
Ah bah oui, mais je ne savais pas. Bah oui, le week-end, pareil. Et petit à petit, ce nouveau travail, qui depuis 8 mois me prend beaucoup, beaucoup de mon temps. Oui. C'est maintenant moi qui quitte souvent la maison. Oui. Et ça, il le supporte très très mal. Oui, très, ça très mal. ça a certainement, ça a pu accélérer, ça a pu certainement accélérer les choses. Puisque, comme vous disiez, vous vous occupiez beaucoup de lui, et là, bon, vous avez acquis de l'autonomie. Mais ce qui va vous aider, en revanche, hein, pour redémarrer, oui. et pour aller mieux et pour finalement avancer plus sereinement, pour vous revaloriser dans ce nouveau travail. Donc ça va vous aider. Mais je pense aussi que quelques séances quand même avec un thérapeute va vous aider aussi, vous aideront à comprendre ce qui est en jeu. Bon courage en tout cas, Marie. Merci bien. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Alice. Bonsoir Caroline. Kiwi me dit je veux bien rejoindre Julien Clerc et sa voix si empreinte de sensualité. C'était Hôtel des Caravelles. Bonsoir Alice. Bon, je suis ravie de l'avoir écouté en attendant mon tour. Bel album, hein. Voilà. Alors moi je vous appelle parce que j'ai un souci de jeune maman, on va dire. Oui. J'ai ma petite fille qui va avoir 6 ans dans 5 jours. Mhm. Voilà, j'ai un souci avec mes parents, avec qui je ne m'entends plus depuis de nombreuses années. Oui. Et donc, aujourd'hui, je suis confrontée à un problème, à nouveau confrontée, on va dire, le problème de l'alcoolisme de mon papa. Alcoolisme dont un membre de ma famille m'avait dit il y a quelques mois que mon papa était devenu abstinent. Et là, durant les vacances de la Toussaint, je suis venue déposer ma fille, puisque maman a demandé à la voir un petit peu. Oui. Je suis allée déposer ma fille pour 2-3 jours. Moi, je reste pas. Je reste plus. J'ai pas dormi chez mes parents depuis des années. Et donc, là, j'ai constaté que mon papa était alcoolisé. Alors, pour être précise, on va pas dire qu'il était ivre. Oui. Mais moi, qui suis une fille d'alcoolique, je savais qu'il avait bu. On avait une discussion sur la société qui nous touchait les uns les autres. Oui. Et il s'est emporté, en fait. Je venais d'arriver, en plus, donc il s'est emporté à ce propos. Voilà, c'était sur Pôle emploi, etc. Bref, les formations. Et il s'est emporté comme ça, là, il s'est enflammé avec agressivité. Et là, je suis repartie, pas à l'aise, parce que je laissais ma fille... j'avais déjà eu cette appréhension ou ce questionnement, en fait, de laisser ma fille... Oui, je comprends. Comment ? Je comprends, vous la laissiez là pour quelques jours, pour les vacances de la Toussaint. Je la laissais pour 2-3 jours. Oui. Et donc, je suis consciente, quand je la laisse... je croyais que c'était terminé, mais j'ai constaté que... c'était terminé, oui. Qu'il n'y avait plus d'alcool depuis quelque temps. Et vous-même, vous avez connu cela en tant qu'enfant. Votre père avait ce problème avec l'alcool déjà. Oui, à l'adolescence, c'est devenu un gros problème, oui. 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 C'est pour ces raisons que quand vous dites que vous ne vous entendez pas avec vos parents, il y a une distance qui s'est installée entre eux et vous. Oui, alors je me suis jamais entendue avec ma maman. Ça a toujours été conflictuel. Et l'alcoolisme de mon papa, qui pourtant était plus complice avec moi, est venu parce que l'alcoolisme était
a parfois été accompagné d'agressivité, voire de gestes un peu violents, quoi. Et les plus récents, j'avais 20 ans, et vraiment le plus récent était il y a 3 ans. Vis-à-vis de qui, les gestes violents? Vis-à-vis de vous? Moi, oui. Oui. Et ça s'est passé devant ma fille, en fait. Et ma fille m'en parle régulièrement, quand même. Voilà. Alors bon, pour être précise, pour pas non plus qu'on se fasse des idées, c'est-à-dire qu'il m'a pas mis une gifle, mais il a été très agressif verbalement et il m'a malmenée. J'avais des bleus sur les bras, il m'a jeté. Quand même. Il m'a jeté dehors. Oui. Il avait bu ce jour-là. Quoi. Oui. Et elle avait quel âge, votre fille, là? Ma fille avait 2 ans et demi. Et elle s'en souvient toujours, puisqu'on était dans la cuisine. Ma maman l'a attrapée, elle l'a fait sortir de la pièce. Mais ma petite fille... oui, ça l'a traumatisée pour qu'elle vous en parle régulièrement, encore. Voilà. Alors, ça l'a marqué. Le traumatisme, je ne sais pas trop comment le considérer, parce qu'on en a beaucoup parlé. Comment en parle-t-elle? Comment en parle-t-elle? Elle dit... Papy, il n'a pas été gentil, hein, maman. Hein. Il t'a grondé fort. Hein. Pourquoi il t'a grondé fort, papy? Et depuis cet événement, je lui ai dit que on était tous fatigués, que papy était fatigué, mais qu'en effet, c'était pas bien. Je n'ai pas encore parlé jusqu'ici parce que de l'alcool, parce que je trouvais que c'était peut-être un concept un petit peu compliqué. Enfin, elle sait que l'alcool c'est pas bien parce que dans la rue, je lui explique parfois quand on voit des gens alcoolisés. Mais j'ai pas parlé du problème de l'alcool de son papy, quoi. Je lui en ai pas encore parlé. Je pense que, justement, je sais pas trop. Qu'est-ce qui vous empêche d'en parler? C'est compliqué pour vous d'en parler? Vous pensez qu'elle est trop petite? Est-ce que c'est compliqué pour vous? Que ça soit Alors non, c'est vrai que je pourrais lui en parler parce que je crois que je trouve les mots quand même. C'est vrai, non, j'avais sans doute peur aussi qu'elle juge mon papa, quoi. Et qu'elle veuille plus le voir, peut-être, ou qu'elle prenne peur, parce que comme elle voit des gens alcoolisés dans la rue parfois, qu'elle fasse un amalgame. Comment elle réagit quand elle voit des gens alcoolisés dans la rue? Elle dit c'est pas bien. Je lui dis non, c'est pas bien, c'est triste, etc. On en parle. C'est pas bien et c'est triste, c'est pas la même chose. Vous dites d'ailleurs, vous ajoutez c'est triste. C'est le mot juste, c'est triste. Oui, c'est triste. C'est déjà triste qu'ils soient dans la rue. C'est triste de voir des gens dans la rue. Des gens qui s'alcoolisent parce qu'effectivement ils n'ont que cela finalement. Pour eux, ils sont seuls, ils sont extrêmement démunis. Ils n'ont souvent. Il y a de tout. Hein. Moi, je suis à Rennes, donc il y a aussi parfois les jeunes étudiants alcoolisés. Alors oui, bien sûr, il y a aussi cet alcool-là, mais derrière cet alcoolisme qui se veut festif, c'est vrai. il y a aussi derrière cette apparence de fête, il y a parfois de la détresse qui s'exprime. Hein. C'est pas neutre non plus chez des jeunes de se mettre dans un état comme ça, de se mettre mal à ce point-là. Ça pose question aussi d'aller aussi loin dans l'excès. Donc, je pense que quand vous avez peur que votre petite fille juge son grand-père, peut-être qu'au contraire, ça pourrait donner du sens à un comportement qu'elle ne s'explique pas et qui peut lui faire très peur et qui a dû lui faire très peur. Oui, c'est vrai. Bon, alors je lui ai expliqué que c'était la fatigue, que papy s'était pas rendu compte, etc. J'ai essayé. Elle était très petite, 2 ans et demi. C'est compliqué d'expliquer un petit enfant. Mais on en reparle régulièrement, puisqu'elle en reparle régulièrement. Et vous avez raison, puisque alors le fait qu'elle en reparle régulièrement montre à quel point elle a été marquée.
oui. Hein, et vous avez raison d'en reparler parce que vous vous adaptez aussi à son âge et à son évolution psychologique. Oui. Et en même temps, Faire moi évoluer le discours, quoi, et faire en fait. évoluer le discours. Oui. Mhm. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas à supporter que votre père fasse n'importe quoi, ni avec vous, ni vrai. avec votre fille, sous prétexte qu'il est votre père. C'est vrai. Et également de la part de votre mère. Hein. Parce que votre mère, elle aussi, c'est un couple. Certes, votre mère ne s'alcoolise pas, mais elle est ça, là. C'est moins sûr. Comment ? Ça, c'est moins sûr. C'est moins sûr, parce que j'ai constaté certaines attitudes qui me semblaient un peu déplacée, voire inquiétante. Un jour, j'ai déjeuné avec elle, un midi, elle travaillait, moi aussi, donc je la retrouvais sur leur ville, j'étais sur la route. Je déjeunais avec elle et en fait, ce petit restaurant qui était un restaurant salon de thé, c'était un restaurant assez féminin, enfin peu importe, on peut boire un verre entre filles, mais c'est pas le week-end ou quoi que ce soit. Et ce midi-là, elle m'a dit, moi j'ai rien pris, j'ai pas pris d'alcool. Je trouve que c'est plus dans ce cas, un verre de vin, ça aurait été dans le partage. Oui. Elle a dit, moi je vais me prendre mon petit verre de rosé. Voilà. Et à la maison, je l'ai déjà entendu dire ça. Et un jour, dire à mon père, donc l'encourager, je trouvais, enfin, elle est absolument pas, pas consciente, je trouve. Bon alors, tu nous sors du rosé ou un petit peu de vin. Voilà. Et un jour, pareil, je demande à maman de faire venir mon parrain et ma tante à l'heure du goûter, pour qu'ils voient ma fille, pour qu'on se voit. Et c'était plutôt l'heure du café ou du thé. Et elle propose à mon oncle, visiblement pour elle, un homme boit de l'alcool, quoi. Oui. Et elle propose à mon oncle du vin. Et elle a insisté, il disait non. Elle a insisté, elle a fini par sortir. Voilà, donc jusqu'à quel point, je ne sais pas. Évidemment pas au point de... Oui, enfin c'est curieux effectivement d'encourager. Votre oncle dit non et de forcer un peu la main, et d'autant plus que votre père a un problème avec l'alcool. Donc dans ces cas-là, on évite, on n'est pas dans la complicité. Elle et est parfois, dans le déni. on voit, alors il y a un déni et il peut y avoir une complicité qui s'instaure entre le conjoint et celui qui s'alcoolise. Oui, alors qu'elle l'a malmené vis-à-vis de ça, quoi. Ça a été un enfer. Il peut y avoir une relation de pouvoir comme ça, assez particulière. Donc, au vu de cela aussi, c'est pour ça que je me permets de vous dire, vraiment, Sonia, c'est que Sonia, pardon, Alice, c'est que il y a vraiment vous n'êtes pas obligé de tout supporter. C'est-à-dire que j'entends bien que votre mère vous dit qu'elle aimerait bien voir sa petite fille, et que vous, c'est pas parce que vous êtes un peu vous avez une relation difficile avec vos parents que pour autant vous voulez priver votre petite fille de liens, de contact avec ses grands-parents. Et c'est tout. Mais j'entends ça. C'est tout à votre honneur de ne pas faire peser ces relations compliquées. J'aurais même attendu une réparation. Moi, je n'ai pas eu, si vous voulez, d'affection, d'amour, tout ça, et j'attendais j'attends trop, évidemment. Hein. Je devrais pas attendre, mais j'attendais une réparation, quoi, avec ma fille, ce que j'ai pas eu. En fait. Oui, bien sûr. Oui, mais on voit d'ailleurs des parents qui peuvent être de meilleurs, des parents qui ont été un petit peu, je vous ai le mot, un peu absents affectivement, un peu défaillants, un peu, qui peuvent être de très bons grands-parents, de meilleurs grands-parents. Bon. Oui. Et donc, pour vous, oui, ça vous aurait aussi un peu réparé. Oui. Mais alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'amour pour vous, pour votre petite fille, mais il y a aussi beaucoup de problèmes et qui n'arrivent pas à régler. Alors, il est important, et c'est votre rôle en tant que mère, de protéger votre petite fille, ce qui n'a pas pu être possible pour vous.
Vous pouvez maintenant le faire pour elle. Oui. Donc, je crois que là, sans vous fâcher avec eux, mais dire entre qu'il ait l'avoir, qu'ils aient un lien avec elle, oui, mais peut-être pas passer comme ça les jours, les nuits, plusieurs jours, voilà, d'affilée, parce que vous savez pas très bien quand même ce qui se passe. Elle est encore petite, quoi. Oui, et puis je me dis que ça se trouve, ils vont quelque part, ils vont dans de la famille ou chez des amis avec elle. Il y a eu de l'alcool et c'est mon père qui conduit quand même. Oh oui, non, il y a trop de risques. Je pense à ça, par exemple. Oui, mais vous avez, mais attendez, parce que ma mère ne me raconte rien. Hein. Mais oui, mais écoutez, mais heureusement que vous y pensez. Mais oui, mais écoutez, Alice, mais heureusement que vous y pensez. Vous êtes sa mère et c'est vous qui la protégez. J'en ai parlé au papa de ma fille. Oui, vous êtes séparée de son papa. Oui, je suis séparée. Oui. Et qu'est-ce qu'il en dit, lui ? Je lui en ai parlé et il m'a dit, oui, Alice, ça me pose en effet un problème aussi. Bah oui, et comment ? Donc, vous êtes ses parents, vous êtes là pour la protéger. Bien sûr. Et là, ça m'a fait. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il va encore falloir que alors, je ne sais pas comment aborder la chose. Est-ce que j'évince ? Parce que moi, j'ai été affaiblie par différentes choses dernièrement, et par des soucis de santé, perte de travail, tout ça. Et je me dis, oh là là, est-ce qu'il faut maintenant que j'affronte ? Je crois que ça vous aidera aussi, vous. Mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Vous allez dire... Je peux pas vous laisser à Lila à cause de l'alcool ? Ou alors est-ce que j'évince là pour les prochaines vacances dans quelques semaines ? Je dis, c'est pas possible parce qu'en fait Lila va passer du temps chez ses autres. Non, je crois que ça serait important que vous leur disiez, je tiens à ce que elle ait... c'est une relation avec vous, c'est important j'y tiens beaucoup parce que je vous aime et parce que c'est important pour moi que ma fille ait un lien avec vous et parce qu'elle vous aime. En même temps, maintenant, elle pleure. Elle pleure niche quand je lui dis qu'elle va y aller. En même temps, voilà ce qui se passe. Ah oui, elle pleure quand. Pourquoi ? Oui, elle n'est pas très contente, non. Non, elle me dit j'ai pas de jouets là-bas, j'ai que des crayons. Mais donc ça, il faut un petit peu dire alors sans trop la mettre elle en avant parce qu'il faudrait pas non plus que ça se répercute un peu sur elle. Il faut plus dire que vous parliez vous en tant que mère en disant en même temps la dernière fois quand je suis venue la chercher, sur le moment mais je sais bien que vous appréhendez, mais c'est important. Ça va me retomber dessus et mon frère en fait. Oui, mais parce que c'est un tabou. Tout le monde est dans le tabou, mais dire j'ai vous. Plus de famille en fait. Oui. Mon oncle j'ai plus que mon. Enfin voilà. Mais ils le savent, Alice, ils le savent. Mais c'est dur de plus avoir de famille, quoi. Mais vous ne les perdrez pas, je pense, parce que dans les faits, ils tiennent à vous, ils tiennent à leur petite fille. Je crois que vous pouvez le dire, c'est pas un jugement que vous portez. Vous pouvez le dire avec bienveillance, mais dire moi. Voilà, mais ils comprennent pas. Ils n'ont pas compris vous pouvez dire, évolué. Mais vous pouvez dire que vous ne pouvez pas faire courir de risques à votre petite fille et que elle est marquée par des scènes où il y a des scènes soit d'agressivité en parole. Elle vous reparle encore de... J'exagère. Non, elle vous reparle encore de cette scène où votre père vous avait secoué, comme s'il n'entendait pas. Mais mon père, je suis capable, jamais on a reparlé de ça, mais ma mère est dans le déni. Elle dit que j'exagère alors qu'elle a vu. Oui, mais Alice, effectivement, ils ne veulent pas entendre. Mais tant pis dans ces cas-là. D'accord, oui. Mais oui. Tant pis, là pour le coup, c'est votre petite fille qui est la priorité. Vous ne pouvez pas, en sachant, Alice, vous ne pouvez pas, en sachant que votre père s'alcoolise, qu'ils vont chez des amis, risquer qu'il prend le volant avec votre petite fille. Si jamais il arrive un accident, ça serait le pire. Vous ne pouvez pas aussi, parce que c'est votre père, même si vous l'aimez, même si accepter n'importe quoi. Non. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais comment je vais faire là, pour les prochaines vacances ? C'est pas possible, quoi. Et est-ce que je leur en parle ou est-ce que j'évince le sujet ? Je crois que bon. Peut-être que pour les prochaines vacances, si vous ne vous sentez pas prête, vous pouvez, pour le moment, il n'y a pas d'urgence non plus.
Hein, c'est si vous ne vous sentez pas prête, donnez-vous du temps. Bon, alors donnez-vous du temps. Il n'y a pas d'urgence. Si vous ne vous sentez pas prête, donnez-vous du temps. Hein. Et peut-être que vous avez besoin de parler de votre histoire. D'en parler un petit peu. Je redémarre là quelque chose dans 15 jours. Alors peut-être que vous avez besoin de parler déjà de ce que vous avez vécu, adolescente, avec votre père, qui était pourtant tendre avec vous, mais malheureusement, que sa dépendance à l'alcool a aussi un peu abîmé votre relation, d'une relation plus froide, plus distante avec votre mère, et que le fait de pouvoir en parler déjà dans un cadre thérapeutique vous aidera certainement à trouver les mots après avec vos parents. Voyez, ça sera le fait d'en parler déjà dans un endroit protégé, vous aidera à trouver les mots. Et tant que vous ne vous sentez pas prête, ne l'abordez pas avec eux, parce que c'est pas la peine. Si c'est quelque chose qui doit vous faire souffrir, vous pouvez à ce moment-là dire ces prochaines vacances, elle est venue avec vous à la Toussaint, les prochaines vacances, elle ira chez ses autres grands-parents. Ne faites pas quelque chose que vous ne vous sentez pas auquel vous n'êtes pas prête pour le moment. Je donnais encore du crédit aux dernières vacances, on va dire, en gros. Alors que ma fille, j'avais assisté à une scène avec mon père, il avait eu une réaction, j'avais vraiment été surprise vis-à-vis de ma fille. J'avais trouvé un regard méchant et il avait dit devant moi à ma fille, j'aime pas les petites filles qui font la peste, ou je sais pas trop, parce que ma fille était venue me dire quelque chose, il était devant la télé, et ma fille lui avait peut-être dit quelque chose, ma fille est une petite fille gentille, je pense. Oui, bien sûr, c'est une petite fille, elle a 6 ans. Voilà, elle a 6 ans. Même s'il n'y a pas de gentil, méchant, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, même si à un moment, elle a dû lui dire, je veux voir un dessin animé, moi je veux pas regarder ça, et puis lui, je sais pas, peut-être fatigué, ou peut-être qu'il y avait l'alcool et que je l'ai pas vu. Certainement. Il a dû lui répondre de façon assez brusque, ou je ne sais pas. Et ma fille est venue dans la cuisine et m'a dit « Maman, papy, il m'a parlé méchamment. Il m'a dit quelque chose de méchant. » Oui, mais ça, c'est pour un enfant, ça fait peur. Si elle est pas dans un environnement sécurisé, c'est angoissant. Elle passe des moments, ce sont pas des vacances. Elle peut être angoissée. Donc il faut pas la laisser dans un environnement insécurisant. Voyez, ce sont pas des vacances. Non, c'est vrai. Il faut la protéger, votre fille. Ça vaut pas. Vous voyez, je reçois un message là de quelqu'un qui dit l'enjeu de la réparation ne peut passer par le risque encouru. Ça mérite pas ça. Je sais pas, je dois pas faire. Non, c'est vrai. Hein, c'est sans doute un réflexe. On essaie de réparer. Oui, mais bien sûr. Mais bon, et il faut vous apaiser vous. Voilà. C'est-à-dire que avant, vous n'êtes pas, si vous voulez, là aussi, quand je vous disais leur parler, il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire qu'il est important de vous apaiser. Vous leur parlerez plus tard. Vous voyez, il y a pas lieu. Mais j'ai tout le temps voulu leur donner la chance le crédit. Mais j'ai bien compris. Mais pour autant, votre petite fille, elle doit pas servir là de. Il faut pas qu'il y ait de casse, quoi. C'est ça. C'est là. Attention. Mais j'aurais voulu que ma petite fille connaisse le bonheur d'avoir des grands-parents avec lesquels elle a les grands-parents qu'elle a. Mais il vaut mieux qu'elle les voie à ce moment-là en votre présence. Autrement. En votre présence, et là, elle est sécurisée. Mais pas, pour le moment, pas en dehors de vous. D'accord. De son papa, mais voilà, il vaut mieux. Il faut vraiment en votre présence. Je pensais que c'était bien de les laisser ensemble. Je crois pas. Vu ce que vous décrivez, non. Non. Oui. Vraiment. Merci beaucoup. Bon courage, Alice. Au revoir. Deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1.
Je suis tout à votre écoute jusqu'à 1h. Vous pouvez composer le 39 21. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Vous pouvez également nous adresser vos courriels sur le site europe1.fr ou nous rejoindre pour parler directement avec nous à l'antenne au 39 21. Des messages justement qui arrivent suite au témoignage d'Alice dont le père souffrait d'alcoolisme et qui se demandait un petit peu comment réagir par rapport à sa petite fille qui va avoir 6 ans ces jours-ci, et elle se demandait si elle devait la laisser pour les prochaines vacances chez ses parents. Le subversif dit: votre enfant a besoin d'intégrer ces événements qui lui sont insolites. Préparez votre discours pour elle, dépassionnez-le, allez visiter votre propre traumatisme en thérapie, apaisez vos mots avant de parler franchement à vos parents. Et puis Kiwi dit: mes frères ont vécu une scène terrible étant petits avec notre grand-mère qui était ivre, ça transforme complètement la relation, donc il faut vraiment protéger votre fille. Poupig de Rennes dit: je ressens en même temps qu'Alice aime beaucoup aussi son père, elle en parlait en disant papa, donc c'est ce qui aussi complique certainement cette relation. Et puis un petit message de Maria Luisa de Sao Paulo qui voulait dire bueno anniversario mio Filippo di amor. Message personnel, c'est arrivé ma chère Maria Luisa pour Fifi. J'aurais peut-être pas dû le lire, mais heureux anniversaire chère Fifi. Et oui, puisque nous sommes le 16 novembre. Un petit peu de musique pour fêter ça. Je voulais faire un petit clin d'œil très très amical à Naughty. Voilà. Et on va accueillir maintenant Sonia. Bonsoir Sonia. Oui. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Voilà, donc merci de me recevoir. J'ai juste une petite vignette de quelques secondes pour parler d'un film que j'ai vraiment adoré. Enfin bon, c'est un film qui s'appelle Toutes nos envies de Philippe Liorret. C'est un petit clin d'œil à notre ami Yves. Hein. Ah oui, voilà. Oui. Donc, c'est un très joli film. Oui. Pardon, avec Marie Gillin et Vincent Lindon. Et c'est vraiment du début à la fin une histoire de vie, avec tous les thèmes fondateurs, enfin pas tous bien sûr, mais l'amour, la mort, la générosité entre les personnes, des belles personnes. C'est pas fade, c'est pas mièvre, c'est pas voilà, c'est pas gentil comme on pourrait l'entendre, mais c'est vraiment d'un ton très juste, super bien joué. Moi, j'aimerais faire partager simplement cette envie d'aller voir ce film. Et puis il y a un autre film qui a une très bonne presse, c'est Les Neiges du Kilimandjaro de Robert Guédiguian. Là, je ne suis pas allée le voir, donc voilà. Ça, vous n'êtes pas allé le voir encore, mais vous avez Les Neiges du Kilimandjaro, non, mais Toutes nos envies, oui. Oui, mais sinon, j'en parlerai pas. Oui, mais il y a actuellement, il y a vraiment, c'est le cinéma français a produit des films magnifiques, hein, comme vous dites, où il y a la saison là est magnifique. Ah oui, il y a une saison extraordinaire, et ça fait du bien dans le contexte de morosité que l'on connaît. Enfin, les salles sont pleines. Enfin, le public se précipite. Je crois qu'en plus on en a particulièrement besoin. C'est ça. Et c'est vrai que c'est d'une richesse extraordinaire. Il y a des films, et comme vous dites, il y a de très beaux personnages, et c'est pas mièvre. Oui, voilà. Non, voilà. Vraiment, j'ai été très agréablement surprise. Non, mais voilà. Donc ça, j'avais envie de le dire. Et puis j'essaie de me détendre parce que je vais essayer d'être concise. Ce n'est pas très caractéristique de ma façon d'exposer les choses. Je vais essayer de ne pas trop diluer parce qu'il s'agit de plusieurs années de vie, mais voilà, pour aller à l'essentiel, j'ai 2 grands-enfants adultes qui ont 9 ans d'écart et qui ne sont pas du même papa.
Et lorsque je me suis mariée, donc j'étais mère célibataire, j'avais un petit garçon et qui avait 5 ans lorsque j'ai rencontré mon ex-mari maintenant. Voilà. Et donc nous nous sommes mariés 3 ans après avoir vécu ensemble. Donc voilà, les choses étaient claires. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'effectivement mon mari n'était pas un père très attentif, très aimant pour cet enfant. C'était plutôt de l'indifférence que, évidemment, il n'y avait pas, heureusement, de maltraitance parce que je n'aurais pas supporté. Mais psychologiquement, c'était pas terrible, quoi. C'était une sorte de passivité, de l'indifférence, un manque de. Alors de temps en temps, ponctuellement, une fois par an, une fois tous les 6 mois, il y avait une petite activité ensemble, mais vraiment, bon. Et puis après, une petite fille est née que nous avons désirée. Donc, vous voyez la culpabilité où je peux me trouver de temps en temps à me dire, voilà, tu as choisi ton histoire d'amour au détriment de ton fils, alors que ce n'était pas ça du tout. Au départ, je ne rêvais que d'une chose, c'était de trouver un peu ce bonheur dont on parle, qui est peut-être un mythe, mais qui existe par moments quand même. Oui, oui. Il y a de très beaux moments dans la vie. Voilà, j'ai 69 ans, donc je peux me permettre de faire un bilan de temps en temps. Et d'autre part, de me dire, si je peux concilier ma vie, enfin cette belle rencontre que j'avais faite avec cet homme et le bonheur de mon fils. C'est ça en fait. Je pense que beaucoup de femmes seules qui ont un enfant ou deux, c'est un rêve qu'on a un peu en secret, mais qui est logique finalement, de vouloir assimiler et que l'enfant qu'on a soit aussi aimé par. Mais il ne voyait plus son père. Alors, son père, il savait qui était ce père depuis qu'il était tout petit, mais il avait 5 ans quand j'ai rencontré mon ex-mari. Oui. Il ne l'avait pas rencontré, son père biologique. J'aime pas bien cette expression. Oui. Par contre, il savait qu'il avait un autre papa quelque part, mais, si vous voulez... mais il ne s'en est jamais occupé, son père Alors, son biologique. Père, mais il faut dire que ça s'était passé d'une telle façon. J'étais étudiante à Paris, nous étions très amoureux avec le père biologique de mon fils. Oui. Et il avait 19 ans, j'en avais 23. C'était une histoire un peu dans l'insouciance des années pré-68 Ardes, un peu... Mais c'était la bohème, et en même temps, ce garçon que je fréquentais c'était un intellectuel. Il commençait des études à Nanterre de philosophie, de sociologie. Enfin, c'était vraiment quelqu'un d'assez brillant. Mais je suis partie, moi, lorsque j'ai su que j'étais enceinte, je l'ai quitté. Je suis partie. Alors, il m'a écrit 2-3 lettres en me disant « Oh, je rêve de voir mon enfant et tout ». Mais moi, dans ma tête, je prenais mes responsabilités en faisant ça, de me dire on va pas pouvoir avoir un bébé comme ça dans une chambre de bonne d'1 mètre sur 2, quoi. Voilà, j'ai un peu sacrifié mes sentiments pour avoir cet enfant. Mes parents m'ont accueillie. J'avais 23 ans, donc j'ai pu travailler assez rapidement. J'étais dans l'enseignement. Et voilà l'histoire de mon fils. C'est comme ça que ça s'est passé. Effectivement, après, par la suite, son adolescence a été tellement cruelle et douloureuse, et j'ai failli le perdre, puisqu'il était en souffrance affective. Et j'ai enfin compris un jour, parce que j'avais pas beaucoup de notions de psychologie, tout en étant dans l'enseignement, vous savez, on ne sait pas beaucoup, enfin peut-être maintenant, mais il a fallu que j'ai des moments de souffrance pour me mettre à étudier la psychologie. J'ai même fait des séminaires lacaniens, mais enfin c'est pas ça qui m'a... Mais bon, pour vous dire que les notions de psychologie basiques, j'étais emportée par ma vie affective, le fait que nous attendions cette petite fille que nous avons eue, etc. Et c'est pour ça que je culpabilise quelquefois en me disant... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que vous culpabilisez par rapport à votre fils qui aujourd'hui est adulte, voilà qui a 40 ans, voilà, mon fils a qui est marié, qui a une vie de famille. Tout à fait. Et là, de ce côté-là, les choses se passent bien. Et donc, il se trouve qu'il s'entend bien aussi avec sa sœur, qui est sa demi-sœur. Donc, il y a maintenant, sa sœur a 34 ans, 35 ans, elle vient d'avoir un petit bébé. Mais le problème, c'est que mon fils a refoulé un énorme... comment dire, chaque fois qu'il y a un événement, une fête familiale ou
justement la naissance de ce bébé auprès de sa sœur, enfin que sa sœur a eu, vis-à-vis de mon ex-belle-famille qui a gardé des relations affectives avec ma fille et qui, du jour au lendemain, a rayé mon fils de la carte à partir du moment où mon ex-beau-père s'est remarié. Si vous voulez, les choses se passaient très bien avec mon ex-belle-mère jusqu'à ce qu'elle décède. Elle se passait très bien parce qu'elle ne faisait jamais la différence entre les deux enfants. Et il se trouve que depuis son décès, il y a eu un remariage. Mon ex-beau-père s'est remarié. Mon mari n'a jamais rien dit, a été d'une force d'inertie pas possible. Ce qui fait que mon fils, chaque fois qu'il a fait des tentatives pour revoir cette famille pour laquelle il a de l'estime, on lui a fait comprendre que rayé de la carte. Donc qu'il considérait comme ses grands-parents quand il avait 5 ans. Il les appelait, c'était ses grands-parents. Il les appelait papy, mamie. Alors non, il n'y a jamais eu. Voilà, les choses ne se sont pas formulées. D'accord. Et il n'a pas appelé mon mari papa. Il n'appelait pas papa à 5 ans. Non, il aurait voulu le jour où on s'est mariés. Mais votre mari ne voulait pas. Mais c'est pas qu'il voulait pas. Il n'y en a pas donné l'occasion. Il ne l'a pas exprimé. Les choses n'ont pas été formulées. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que il ne lui donnait pas la possibilité de le faire. C'est effarant, oui. Oui, d'accord. Donc aujourd'hui, il ne le voit plus non plus, c'est ça? Alors si, de temps en temps, mais de loin en loin, si vous voulez, mon ex-mari est venu très récemment, là, cette année, pour la naissance de son petit-fils, du fils de ma fille. Ma fille a gardé des relations, elle a repris des relations, parce qu'elle aussi, elle a souffert de l'absence d'un père, mais pas l'absence physique, l'absence psychologique de son père. Ce qui fait qu'à la limite, ça m'a prouvé, je me suis dit, ce mari que j'ai eu, il a été un amant extraordinaire, ok, mais il m'a beaucoup trompé en même temps. Bon, j'ai pardonné, et c'était mon bon problème, ça. Mais il n'a même pas, il a été un très bon papa quand la petite était bébé. Quand il pouvait l'emmailloter, lui donner le biberon, alors là, c'était génial. Puis à partir du moment où elle s'est mise à marcher, elle a commencé à me tromper. Et à partir du moment où elle s'exprimait bien, qu'elle avait 10-12 ans, il me demandait de ses nouvelles alors qu'elle était dans sa chambre. Il me disait comment va, je ne vais pas dire le prénom, comment va notre... Je disais, mais écoute, va la voir, parle-lui. Voilà. Et maintenant, votre fils, est-ce qu'il formule? Qu'est-ce qu'il est? Alors, il formule auprès de sa sœur. Moi, je ne sais pas. Mais hier, j'ai vu ma fille. D'accord. Elle m'a dit, tu sais, je ne sais pas plus comment faire parce que elle, ça la met dans une situation en porte-à-faux, si vous voulez. Elle tient à la relation avec son frère. Ils s'entendent bien. Bon, c'est important. Et moi, j'en suis très heureuse de ça parce que pour une mère, vous savez, c'est comme les enfants dont les parents ne s'entendent plus et ils vont divorcer. Donc, qui s'entendent bien. Le rêve des enfants, c'est de tenir les deux bouts de la chaîne et de se dire, pourvu que ça dure. Bon, des fois, ça dure pas, malheureusement. Mais moi, déjà, ça, c'est une réussite. Je me dis, mais par contre, ce qui risquerait de pourrir ce bon climat, justement, c'est pour ça que je vous appelle Caroline, c'est que moi, j'ai peur que... alors, mon fils, donc... Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Alors, allons au bout. J'ai peur que mon fils se sente mal aimé donc, par cette famille chez qui ma fille va. Donc là, elle va passer Noël. Ils font des différences. D'accord. Ils font des différences. Bon, d'accord. Donc il n'y va plus passer les fêtes. C'est un enfant naturel qui a été reconnu d'accord. par oui, j'ai compris, oui. Et donc mon fils, je pense qu'il est en souffrance. Il n'arrive pas à intégrer le fait que il ne doit plus faire avoir. Mais vous le pensez ou il vous l'exprime ou c'est votre culpabilité à vous? Moi, il ne me l'exprime pas à moi. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais. C'est finalement, est-ce que c'est pas votre culpabilité? Parce qu'au fond, vous l'avez à un moment, vous l'avez un peu écarté de son père, vous dites biologique, mais de son père biologique où il y avait une histoire d'amour entre vous deux ou pour des raisons, vous dites de circonstances matérielles et autres, vous avez dit non là, on va pas pouvoir vivre, construire quelque chose, mais c'est vrai. cet homme qui aurait pu finalement être un père pour votre fils,
Alors après, vous avez vécu une histoire d'amour en disant cet homme-là aurait pu, et après tout, il aurait pu être votre compagnon, votre mari et un père de cœur, un père pour votre enfant. Parce que le père, c'est aussi celui qui est là, qui accompagne l'enfant. Il se trouve que ça n'a pas été le cas. Mais bon, c'est peut-être votre culpabilité dont vous nous parlez aujourd'hui. Donc oui, moi j'ai à faire un travail. Oui, c'est vrai. Par contre, il y a quelque chose dont je suis assez fière, c'est que j'ai permis à mon fils de rencontrer enfin son père, parce qu'effectivement, à 17 ans, j'ai vu que je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, mais voilà, il y a eu un indice. C'est important, qui m'a fait ça, oui. comprendre que cet adolescent allait à la catastrophe et que si je lui faisais rencontrer son vrai père. Son père, oui. Il y aurait quelque chose, vraiment il fallait que je le fasse, et j'ai réussi à le faire, et c'est arrivé, et mon fils est remonté dans la vie comme un bouchon. Il est né pour la deuxième fois. Oui. Cette fois-là. Alors vraiment, j'étais heureuse de ça. Alors après, bon, ils se sont vus donc avec son vrai père, donc c'était bien. Il y a eu une embellie de plusieurs années, et puis on ne sait pas pourquoi. Là aussi, il y a eu comme un conflit larvé, jamais exprimé, ce qui fait que bon, voilà, chacun est retourné à ils se sont perdus de vue plus ou moins, puisque son père a reconstruit une deuxième famille, puis une troisième famille, son père biologique, hein. Et voilà. Donc, mais ce qui me dérange, en fait, ce que j'aimerais que comment est-ce que vous pourriez m'aider, et moi, comment je pourrais aider mon fils à comprendre que cette belle famille n'a aucun sentiment pour lui, fait tout pour que sa sœur, fait tout et ne réussit pas pour faire que cette différence, à la limite, aille au clash, quoi. En fait, je me demande si inconsciemment, il ne rêve pas que ces deux adultes, frères, demi-sœurs et demi-frères. Oui, c'est ce que vous redoutez. Ce qui est important, c'est que c'est ce que vous redoutez. Mais ce qui est important, c'est que votre fille et votre fils s'entendent bien. C'est-à-dire que malgré la différence terrible que fait votre belle famille redoutable, et ça n'altère pas cette relation, cette tendresse qu'il y a entre votre fils et votre fille. Voilà. Hein? Donc, alors, je pense que aussi peut-être, et voilà, c'est qu'ils ont pu créer des liens forts. Certainement que ça ne doit pas être simple, évidemment, et pour l'un et pour l'autre, parce que votre fils doit ressentir une terrible injustice. Alors voilà. Votre fille, ça la met complètement en porte-à-faux, parce que elle doit se sentir aussi coupable vis-à-vis de son frère, d'être la préférée. Non de quoi, parce qu'elle est du bon côté, si je puis dire. Mais c'est très, elle est légitime parce qu'elle est légitime, mais c'est très culpabilisant vis-à-vis de ce frère qu'elle aime et qui lui est rejeté. Donc bon, pour autant, ça n'altère pas. Ils font bloc, ils s'aiment tous les deux. Donc je crois qu'ils ont construit des liens suffisamment forts, et que vous leur avez permis, vous aussi, par l'amour, vous ne faites pas de différence. Et ça certainement, ça leur a permis de se construire malgré tout. Malheureusement, il arrive comme ça que dans des familles où les liens du sang, ces fameux liens du sang, sont les plus forts, sont plus forts que les liens du cœur. Et c'est terrible. C'est toujours redoutable. C'est-à-dire qu'on fait une différence entre les enfants que l'on dit légitimes, pourquoi? Parce que lien du sang, et puis les autres. Alors là, on ne veut plus le voir, il y a une séparation, donc c'est comme s'il n'était plus rien. Et il est nié, renié. Mais c'est comme votre fils, finalement, il ne vous en parle pas à vous parce qu'il ne veut pas vous faire porter ça, parce que vous n'êtes pas responsable de l'attitude des beaux-parents. Ça relève d'eux.
Et lui, ce qu'il, peut-être que si c'était lourd à porter, il pourrait un peu se faire aider compte tenu de son histoire qui est un peu particulière. Mais ça serait un autre enfant. Ce qu'il faudrait de toute façon lui dire peut-être, ou si un jour il en parlait avec vous, c'est que ça serait la même chose. Ce n'est pas lié évidemment à lui, à ce qu'il est, à sa personnalité. Oui, c'est bien ce que vous me dites. C'est un très bon papa en plus. Mais c'est ce qui est formidable, c'est que vous voyez, il a pu construire lui une vie de couple, il a pu devenir père, ce qui montre, et je comprends que vous en soyez fiers, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui a été bloqué pour lui au niveau de la filiation. Il a pu, lui, transmettre et devenir père à son tour. Ça veut dire que il a pu surmonter peut-être cette difficulté-là. Donc, évidemment que certainement, ça a dû être douloureux pour lui d'un moment être rejeté. Mais si à un moment, vous pouvez peut-être dire, tu sais, ça me fait de la peine de voir comment ils réagissent, mais dire, ils sont plus à plaindre qu'à blâmer, parce que finalement, ils réagissent selon des critères, ces liens du sang. Alors, et au fond, tu sais bien, j'espère que tu as bien compris que c'est pas toi qui est en cause, c'est pas, ça serait quelqu'un d'autre, un autre enfant, ça serait la même réaction. C'est pas lui. Oui, c'est pas lui, c'est mais ça. Mais non, c'est pas ce qu'il est, mais peut-être qu'il l'a compris, peut-être qu'il le sait. Peut-être qu'il l'a compris, moi je parle pour lui, là, évidemment, c'est mon ressenti en tant que mère. Alors je fais ma mère méditerranéenne, alors dans la famille, on a créé une légende parce que j'ai des attaches tunisiennes. Mon père était tunisien, et alors on m'a mise en boîte quelquefois, en me disant, oh là là, toi, alors t'es vraiment une mère. Mais en fait, c'est faux. J'ai pas eu l'impression de m'agripper à mes enfants. Au contraire, ils ont volé de leurs propres ailes assez tôt, tous les deux. Et Mais bon, il y a quand même quelque chose de viscéral qui fait que je vous appelle pour mon fils qui a plus de 40 ans et que j'aime pas voir souffrir, quoi. Oui, mais ça se comprend. Mais non, mais j'ai bien compris. C'est vraiment l'attitude de ces beaux-parents, malheureusement, est détestable. Mais vous n'y pouvez rien. Et votre fils, encore une fois, ça serait un autre, quelqu'un d'autre, il réagirait de la même façon. C'est-à-dire, on reste entre soi, c'est l'entre-soi, voilà. Et tout le reste est à l'avenant, hein, c'est Caroline. ça. Donc lui, là, il est étranger. Mais bien, certainement. Je ne fais pas de dessin. Certainement, ça relève. Il y a une idéologie derrière. Il y a quelque chose de très profond derrière. C'est dommage. Donc votre fils peut l'entendre au-delà de la douleur que ça provoque, de la blessure qu'il y a. C'est ça. Et puis peut-être lui parler aussi de votre histoire quand même, par rapport à son père, qui a été une histoire d'amour, une histoire que son père ne l'a pas abandonné. Qu'il perçoive, parce qu'il n'ait pas l'impression que cette blessure-là du rejet des beaux-parents ne réactive pas ce qu'il a pu vivre comme déjà un premier abandon. Puisque vous me dites que quand il a revu son père à 19 ans, au départ, vous l'avez senti renaître, et puis malheureusement après, il y a eu, ça s'est pas très bien passé. Mais ça peut arriver. Mais que peut-être reparler des conditions de sa naissance en disant qu'il y a eu véritablement une histoire d'amour, qu'il est né d'un désir très profond, et que son père était très demandeur. Oui. Voilà, peut-être lui reparler aussi de ce désir et de tout ça. Mais je pense qu'au fond, il le sait qu'il en est porteur puisqu'il a pu à nouveau s'inscrire dans cette filiation. Moi, je pense aussi. Donc, je pense que ça doit vous rassurer. Je reçois un mail, ça n'a pas tout à fait un rapport avec votre histoire, mais c'est Pauline qui revenait sur le film dont vous parliez. Elle dit, pour prolonger le plaisir de toutes nos envies, vous pouvez lire le livre d'Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne, dont est inspiré librement les films. Je l'ai lu sans le lâcher, c'est bouleversant. J'ai même versé une larme dans le bus devant des gens médusés. Un conseil pour tous les auditeurs, dit Pauline. Mais oui, mais alors ça, je savais pas que c'était inspiré du livre d'Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne. C'est un des livres qui m'a, le plus bouleversé. D'autres vies que la mienne. Ah oui. Avec Nos étoiles ont filé d'Anne-Marie Revol, qui est
très bien joué. Le livre d'Emmanuel Carrère, je ne savais pas qu'il était librement inspiré du livre d'Emmanuel Carrère, mais il est... Oui. Ces histoires croisées, Tout à fait, oui. Oui, ça me donne d'autant plus envie d'aller le voir. Bon, donc voilà, je crois qu'il faut que vous vous apaisiez aussi, hein, Sonia. Merci beaucoup, voilà. Je vous en prie. C'est vrai, ça m'a beaucoup aidé, là, cette discussion. Et tant mieux. vous êtes toujours tellement juste et disponible pour nous. Et voilà, je vous écoute pratiquement tous les soirs aussi. Allez, Sergio, dis-moi, personnellement, ça me gênerait pas d'être rejeté par des gens qui n'ont pas de cœur, au contraire. Ben oui, mais au départ, quand on a été... ça, ça serait dans le cadre d'un travail d'arriver à ça, finalement. Eh ça oui, peut-être qu'il le fera. Peut-être, ou bon, oui, il est peut-être pas, peut-être, oui. Bon, mais je me souviendrai des conseils que vous m'avez donnés pour lui reparler de cette histoire d'amour qui a été tellement importante. Merci Caroline. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Au revoir Sonia. Au revoir. Et on accueille maintenant Célia. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Célia. Je vous remercie de me recevoir. Je vous en prie. Alors j'essaie d'être brève. Donc en fait j'ai été avec un homme pendant 2 mois. Oui. Il m'a quittée il y a 3 semaines. D'accord. Je l'ai rencontré dans le cadre de mon travail. On se connaissait pendant 4 à 5 mois et puis on s'est mis ensemble. Oui. Ce fut comme un coup de foudre, donc c'était très passionnel au départ. Mm-hmm. Donc il se confie très vite à moi. Il a eu une enfance très difficile. Il a été abandonné par sa mère. Oui. Et je crois qu'il s'en est jamais remis. Et moi, de mon côté, j'avais aussi un passé assez difficile car on a abusé de moi quand j'étais petite. Et du coup, j'ai toujours eu un problème avec les hommes en général. Donc, je m'attache à lui, il s'attache à moi. Je lui raconte mon passé. Et puis, je n'avais jamais eu de rapport avant. Ce fut mon premier. Et avant que l'on ait des rapports, il m'avait dit j'aimerais que tu te sentes à l'aise avec moi, je veux que tu aies confiance en moi, j'ai envie d'être avec toi. Par moments je le laissais les week-ends et je descendais à Montpellier voir ma famille. Il le prenait très mal, il me disait que je l'avais abandonné, donc je culpabilisais, donc j'essayais de revenir très vite. Et puis, donc le temps passe, il prend une semaine de vacances pour réfléchir. Il revient, il me dit « J'ai bien réfléchi, j'ai envie d'être avec toi et je suis amoureux de toi. » À ce moment-là, on a eu des rapports. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu une mycose. Et avant de savoir qu'il s'agissait d'une mycose, je stressais un peu parce que je lui avais fait confiance et vous n'étiez pas protégée. Non. Oui. Et du coup, j'ai pris sur moi en fait. Et les derniers jours, j'étais trop stressée et je lui ai transmis mon stress. Donc, il m'a rassurée et puis, en fait, j'ai fait des analyses et je suis repartie pendant 3 jours parce que j'avais des obligations du côté de Montpellier et on s'est appelé. Il m'a dit « Tu m'as laissé » et quand je suis revenue, il m'a dit « je préfère qu'on arrête ». Donc, moi, je l'ai très mal pris parce que je culpabilisais et en même temps j'avais un sentiment de regret et en fait il m'a dit parce que je l'ai rencontré dans le cadre de mon travail, il m'a dit je ne supporte pas les gens qui te regardent, je ne supporte pas quand tu tournes autour, ça me met hors de moi et puis en fait, il m'a de suite donné les clés de chez lui, il m'avait préparé une étagère, il m'a demandé de m'installer chez lui. Et quand je suis partie pour récupérer mes affaires, il était un peu méchant avec moi. Puis je me suis mise à pleurer. À ce moment-là, il me prend dans ses bras, il se met à m'embrasser, comme si on s'était jamais quitté. Il m'a supplié de rester, je suis partie.
puis on se revoyait de temps en temps comme ça. Pareil, il me demandait de rester. Et puis un jour, il m'a dit, je crois que... Il m'a dit, je vis très mal l'abandon que j'ai eu dans mon enfance. Et il me dit, quand je me sens vulnérable, je préfère quitter la personne. Ben oui, bien sûr. Il préfère quitter avant d'être quitté. Il a tellement peur de l'abandon qu'il préfère prendre les devants. Depuis, vous voyez, même quand vous partez 3 jours, pour des raisons qui vous sont propres, il vous le reproche. Il vous dit que vous l'abandonnez. C'est disproportionné. C'est sa peur. Il faudrait qu'il travaille là-dessus. Mais évidemment, être abandonné par sa mère à la naissance, ça laisse des traces très profondes chez un être humain. Donc il ne vous parle que de ça. Vous le rencontrez, vous l'avez dit, très vite il se confie à vous. Donc évidemment que ça pèse très vite sur votre relation. Et vous me dites que vous avez été abusée petite par un homme. Et vous faites l'amour à cet homme-là qui, lui, a peur d'être abandonné. Et vous avez très peur des hommes. Il y a des peurs comme ça, vous mettez des peurs en commun, pas les mêmes. Certes, mais je veux dire, moi je pense avoir digéré ce côté-là de mon passé. Mais ce que je comprends pas, c'est que, il m'avait dit que j'étais très maternelle. Ce qui a déclenché la rupture, c'est ce stress en fait. Parce que ce stress de quoi ? Parce que j'étais stressée avant de faire mes analyses, j'étais très stressée parce que j'avais peur. Oui, mais vous voyez comme vous ne vous protégez pas. Oui, ça c'est symptomatique, Célia. C'est symptomatique de ne pas se protéger, de ne pas savoir vous protéger. Et je comprends que vous ayez été stressée lorsque vous avez fait vos analyses. C'est normal. N'importe qui l'aurait été. Mais c'est symptomatique aussi de ne pas vous protéger. Quand on fait l'amour pour la première fois avec quelqu'un que l'on ne connaît pas, il est important de se protéger. Vous n'avez pas pu vous protéger. Vous ne savez pas vous protéger. Et je pense que ça, c'est très lié à ce que vous avez vécu, contrairement à ce que vous pouvez penser. À la fois, vous avez envie, vous avez du mal à faire confiance, en même temps, vous voulez faire confiance, et trop vite confiance. Alors cet homme-là, il vous paraît pas, effectivement, il vous a touché terriblement. Oui. Ben oui, évidemment. C'est un homme qui est comme un enfant perdu. Oui, c'est exactement ça. Ben oui. Donc il réveille chez vous ce côté maternel. Vous vous êtes pas rencontrés par hasard. Mais où en êtes-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, on s'est vu. Pardon. Parce que vous me dites que vous vous êtes quittés il y a 3 semaines, mais donc vous ne vous revoyez plus ? Si. On est allés au cinéma ensemble. Mais vous n'êtes pas quittés alors ? Non, il se passe rien. Moi, je veux pas qu'il se passe quelque chose parce que pour moi, j'ai été quittée et j'ai pas envie que ce soit que je sois sa merci, quoi. Et l'autre fois, j'étais allée chez lui pour récupérer mes affaires et il s'est reconfié et puis il s'est blotti dans mes bras et il me dit tu ne peux pas t'imaginer à tel point je suis bien quand je suis avec toi. Mais est-ce qu'il a un endroit, est-ce qu'il parle, lui, de cet abandon Non. Mais oui, mais il faut qu'il aille parler de cet abandon, Célia. Mais oui, mais vous ne pouvez pas être sa thérapeute. Vous pouvez pas être sa maman, vous pouvez pas être sa thérapeute. Vous pouvez pas apporter comme ça cet homme. Il faut qu'il aille parler. Il y a quelque chose. Il faut lui dire avec beaucoup de bienveillance, de gentillesse, qu'il aille parler de ce qui lui fait mal comme ça.
C'est pas neutre lorsqu'on rencontre quelqu'un d'immédiatement confier quelque chose d'aussi intime, de parler de cet abandon. Il a quel âge, cet homme? Il a 34 ans. Ouais, il faut qu'il aille vraiment parler de ça. Pour pas, vous voyez, il est dans vos bras comme un petit enfant. Il vous demande de vous comporter comme une maman. Oui. Vous allez être sa maman, hein. C'est ce qu'il va vous demander. Il se met dans vos bras déjà, hein, comme un bébé, comme un tout petit enfant. Oui. Oui. Mais dans ce cas-là, je veux dire, c'est quelqu'un qui restera seul toute sa vie. Qui restera, pardon ? Seul toute sa vie. Là. Non, j'ai pas dit ça, Célia. C'est-à-dire que je pense tout être humain peut bien sûr évoluer, hein, à condition de s'en donner les moyens. C'est-à-dire d'un manque de mère qui est un manque quand même essentiel, déterminant, hein, dans la vie d'un être humain. C'est un enfant qui est abandonné comme ça à la naissance se sent toujours très coupable de ça. Il pense que s'il a été abandonné, c'est qu'il ne valait pas grand-chose. Souvent. Mais il me dit qu'il est animé d'un sentiment de vengeance. C'est intéressant. C'est important parce que il peut à la fois, vous voyez, aussi ce sentiment de vengeance à l'égard de qui ? Peut-être à l'égard de qui ? De sa mère ? Des gens en général. Ouais, donc, mais des femmes peut-être en particulier. Je pense, oui, parce que des fois, quand on s'est quitté, il a eu des comportements un peu méchants quand même. Oui. Puis j'ai pas trouvé... Il peut en vouloir aux femmes. Alors, c'est à sa mère qu'il a abandonné et de façon plus large aux femmes. Donc, vous allez vous mettre, attention à vous, Célia, dans une histoire qui est compliquée. Ce qui est important, c'est de lui dire que vous pouvez pas porter toute sa fragilité. C'est-à-dire que, d'abord, de deux choses l'une. Soit vous vous séparez, soit vous restez ensemble. Mais vous pouvez pas vous séparer tout en restant ensemble. Ça va pas. Donc dire que peut-être il est important qu'il aille, lui, de son côté, parler de ce qui le fait tant souffrir. Cette absence de mère, sa colère aussi, parce qu'il est très en colère. Et puis vous, peut-être aussi parler de votre côté, si vous n'avez pu le faire, ou vous l'avez peut-être fait. Non, je l'ai jamais fait. Parler aussi de ce que vous avez vécu de cet abus dans votre enfance. Parce que je crois que c'est pas auprès de cet homme que vous pourrez vous rassurer. Je pense pas. Il y a trop de choses compliquées. Vraiment. Vous pouvez, ça vous donne un rôle qui est gratifiant là, Célia, en ce moment, parce que en étant comme ça maternelle auprès de lui, c'est valorisant pour vous. Mais ça risque de devenir très vite problématique parce qu'il va vous demander beaucoup. Et il a une telle insécurité que vous pourrez pas combler des manques qui sont trop profonds. Oui. Donc, il est vraiment important que vous alliez, lui de son côté, qu'il aille en parler et que vous, de votre côté, vous alliez parler. Bon courage, Célia. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Bonsoir, Faïza. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je ne savais pas si vous auriez le temps de me parler. On va essayer, oui. Je vous ai déjà contacté plusieurs fois et je pensais vraiment pas avoir... Enfin, si, je voulais bien communiquer et puis éventuellement par mail. Mais là, cette histoire que je vis actuellement me déborde un petit peu et je me sens vraiment un petit peu seule et désemparée, on va dire. Je vous avais appelé parce que j'ai fait des études de psychologie et moi-même maintenant je crois que j'aurais vraiment besoin d'aide. Alors je vous écoute. Je suis un peu perdue. Je vis une histoire assez incroyable. J'ai 55 ans.
bientôt 56 et je reviens d'Égypte au mois d'août où j'avais été une semaine avec mon fils et par hasard je suis tombée sur un jeune homme de 27 ans qui fait plus vieux certes que son âge mais il a quand même 27 ans et un épicier et voilà, cette histoire a démarré tout follement. Je m'étais pas du tout préparée à ça. J'avais 10 kilos de trop. J'étais vraiment sans lieu de vouloir séduire qui que ce soit. Et puis là, j'ai fait cette rencontre. Et puis bon, ça a été vraiment la rencontre pour lui aussi, je pense, parce que il y a eu vraiment un contact physique. Bon, juste une main sur une épaule et lui une main pour me présenter ses produits sur mon visage. Et je sais pas s'il y a eu un déclic. Enfin, en tout cas, cette rencontre. Ces SMS, c'était les coups de téléphone et puis cette histoire d'amour qui a tout balayé, qui a ravagé ma vie là en peu de temps. Je suis allée c'est un Égyptien, donc je suis allée en Égypte un week-end pour les vacances à Toussaint et c'est un amour qui a donc envoyé en l'air mes 35 ans de vie avec mon mari et qui veut divorcer bien sûr. Pourquoi ? Parce que vous lui en avez parlé ? Écoutez, malheureusement ou heureusement, je sais pas, peut-être que au fond j'ai fait ces études, peut-être qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, c'est pas par hasard, mais mon fils aussi est tombé avait mon mot de passe sur ma boîte mail, il est arrivé de Paris un week-end, le week-end où je devais partir en Égypte. Et donc il a su que j'avais entrepris ce voyage et quand mon mari me cherchait partout le week-end alors que je lui avais dit que je partais chez une amie, il m'a dit mais ta femme elle est en Égypte. Donc quand je suis revenue, j'ai pas voulu mentir, il m'a demandé si j'avais été avec ce jeune homme, j'ai dit oui. Et donc là maintenant je suis face à une double vie, un jeune homme sur Skype avec qui j'ai vécu une histoire folle et fabuleuse, mais qui veut m'épouser vite, qui veut que je divorce vite, à qui je donne beaucoup. Je pensais à Célia, à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a un côté aussi maternel. Il a perdu sa mère il y a 2-3 ans. Je suis un peu, je pourrais dire, une mère de substitution, une femme de substitution. Il vient de divorcer, il s'est marié très peu de temps avec une Égyptienne. Ça n'a pas du tout marché. Ça s'est vite... il a vite cassé, il a vite demandé le divorce. Enfin, je suis un peu l'ange qui arrive, qui tombe du ciel, qui apporte tout. Et lui, qu'est-ce qu'il est pour vous ? Mais en fait, je sais pas. J'ai l'impression que j'avais quand même un manque à combler avec les études. J'ai sublimé beaucoup de choses. Et j'étais très seule. Mes enfants ont reconnu que j'avais pas une vie de femme normale. Mon mari était très peu présent. J'ai beaucoup attendu. C'est toute ma vie, en fait, qui a été un peu comme ça. C'était un peu pas par hasard. Vous vous ennuyiez dans votre vie. Il y avait un vide, il y avait beaucoup d'ennuis. J'avais plus de désir pour mon mari, j'avais plus de désir du tout, en fait. À part les études, j'avais pas. Ce qui est important. Les études sont revenues, cet intérêt, cette curiosité, ce désir d'apprendre. Oui. Donc c'était, mais bon, voilà, c'était là, lui a éveillé à nouveau votre sensualité, vous a fait sentir femme. C'est là que vous dites que vous aviez des kilos en trop, mais là tout d'un coup vous les avez oubliés. J'ai perdu 10 kilos en 2 mois et demi. Et oui, voilà. Une autre femme, mais voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'à nouveau, là, vous existiez, vous êtes redevenue la femme que vous étiez, séduisante. Il a par le regard, le désir qu'il avait de vous. Oui, c'est ce qui est formidable. Pour autant, Faïza, est-ce qu'il faut effectivement envoyer tout en l'air ? C'est la vraie question cette année. Mon mari veut divorcer. On a eu une réunion au sommet avec les enfants pour que les choses se disent, comment on organise notre vie. Et mon mari veut divorcer. Alors vos enfants, c'est pas à vos enfants d'organiser les choses, c'est entre votre mari et vous. Mais ils ont une grande influence dans la famille. Ils ont leur grande place, mais c'est surtout qu'ils sont le noyau dur pour éventuellement essayer de se parler, parce que depuis mon mari ne me parle plus. Enfin, on est là comme deux étrangers et les enfants sont... Moi, j'ai dit à mes enfants, il faut qu'on se parle parce qu'on n'arrive pas à se parler. Laissez, si vous pouvez, j'entends qu'il y a dans votre culture où tout est très imbriqué, les enfants et autres, les enfants n'ont pas à se mêler de tout ça.
En fait, moi, je vous donne mon deuxième prénom. Je suis pas d'origine musulmane, même si je me suis convertie. Non, vous êtes marocaine, vous m'avez dit. C'est mon mari qui l'est. Moi, je suis française, mais il est aussi français maintenant. Mais c'est lui qui est marocain, en fait. Moi, j'ai donné mon prénom parce que. Oui, mais bon, vous me dites, voilà, après dans vous dites maintenant les enfants, laissez-les en dehors de tout ça. Maintenant, ça concerne votre mari et vous, peut-être vous. Enfin, vous avez eu un énorme coup de cœur pour ce jeune homme là-bas. C'est formidable, c'est très valorisant. En plus, et bon, ça vous a permis de redevenir la femme que vous étiez, de sentir à nouveau du désir en vous, de la vie qui circulait, de vous sentir vivante. Bon, il y avait beaucoup d'ennuis dans votre quotidien, dans votre existence. Oui. C'est peut-être ça aussi dont il faut pouvoir parler et dont il faut parler à votre mari qui se sent terriblement blessé. Aussi. Oui, mais il ne veut rien savoir. Là, il est décidé fermement à divorcer. Hein. Il veut vendre la maison. Il est vraiment décidé à. Il m'a dit dans ma culture, c'est pas possible. Et puis, en dehors des enfants, il ne me parle pas. Il faut que moi, j'entreprenne les démarches. Il est débordé par son travail comme d'habitude, mais il ne me parle pas. Il voulait même éventuellement que je change de maison. Il n'en est pas question. Mais non, alors, après, tout dépend ce que vous souhaitez, mais je crois en tout cas par rapport à ce jeune homme là en Égypte, pas de précipitation, parce qu'il y a ce qu'il désire lui, pour quelle raison, et ce que vous désirez vous pour vous. Parce que je dirais tant mieux si cette histoire, si ce coup de cœur vous a permis, vous, de renouer avec un désir, avec une féminité, de vous sentir à nouveau vivante. Pour autant, il ne s'agit pas de plonger dans ce qui peut être aussi un leurre. Sûrement qu'il y a toujours un risque et un risque à prendre, mais le problème c'est que c'est un petit peu trop juste. Vous voyez, je reçois un message du subversif qui dit: cet homme a pétri votre vide existentiel de rêve, attention à ne pas tomber de trop haut tout de même. Oui, je sais bien, c'est pour ça aussi. C'est Eridan qui dit attention, les vertiges de l'amour, c'est une vague, l'amour est une vague, pas un tsunami. Donc, vous voyez, il faut. Il y a un chantage au bout du compte, c'est que. Voilà, non, mais il faut voir. Là, c'est avec vous, c'est-à-dire, il faut vous interroger. Après, vous en parlez avec votre mari. S'il est déterminé à divorcer, vous pouvez pas l'empêcher de divorcer. Et après, vous suivrez votre chemin. Mais pour autant, il faut pas que vous vous perdiez dans cette histoire. Bon courage à vous. Vous pourrez me rappeler pour en parler, Faïza, si vous le souhaitez. On n'a pas eu beaucoup de temps. Au revoir, Faïza. Au revoir. À bientôt. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves.